Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission En mode village, l'émission qui répond à la question suivante: comment coopérer pour innover face aux grands défis d'aujourd'hui? Coopérer pour nous, c'est la mise en commun d'enjeux, d'idées et de moyens pour agir au service des grandes transitions. Mais comment font concrètement les entreprises de notre territoire? C'est ce que nous allons découvrir en mode village. Parmi les grands enjeux sociétaux, il y a évidemment les enjeux liés à l'agroécologie et à la durabilité. Comment innover dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, et surtout comment faire coopérer solutions innovantes et grands groupes? Pour en parler, je suis ravi d'accueillir trois intervenants de qualité. Benoît Jiménez, directeur transformation durable au sein du groupe Roulier. Bonjour. Alexandre Viennot, directeur commercial de la start-up Kermap. Bonjour. Et Jérémy Cognard, le CEO de la start-up Agriloops. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Benoît, je commence par toi. Peux-tu nous présenter en quelques mots l'entreprise Roulier? Moi, je travaille pour le groupe Roulier. Le groupe Roulier, c'est une entreprise industrielle qui est basée à Saint-Malo, en Bretagne. On est un groupe international. 75% de nos activités sont basées à l'international et on est spécialisé dans la production, la commercialisation de produits de fertilisation pour les agriculteurs, produits de nutrition animale, là aussi pour les agriculteurs. D'ailleurs, si quelques agriculteurs nous regardent, en l'occurrence, on parle des marques Timac Agro, Phosphea ou Timam Magnesium pour certains. Et puis également, nutrition humaine cette fois-ci. On est breton, donc on essaye de diffuser un peu cette culture-là. Donc on commercialise des produits, des 4 quarts, des madeleines, donc des produits bretons à travers la grande distribution, à travers des marques qui sont Carcadélac ou Maison Colibri qu'on connaît bien. Concernant vos enjeux de transition, de ton point de vue, quels sont ceux que vous avez envie d'adresser en priorité en coopération, puisque c'est le thème de l'émission? Alors, les enjeux de transition, pour nous, ils sont assez importants. Le groupe, ça fait 65 ans qu'il existe maintenant. On se positionne sur nos métiers avec une logique un peu différenciante du reste de la concurrence. Et je vais prendre l'exemple des fertilisants. Classiquement, des fertilisants, c'est des produits de commodité. Si on rentre 2 secondes dans le détail, on parle d'ammonitrate, on parle de triple superphosphate, et ainsi de suite. C'est des produits qui fonctionnent, mais qui nécessitent une dose assez importante au champ. Et une partie, je dirais quasiment mineure, sera utilisée par la plante, le reste sera perdu dans l'environnement. On a conscience depuis 65 ans de cette limite des produits de fertilisation et aussi des produits de nutrition animale. Et donc on cherche depuis toujours à associer à des formes classiques de fertilisants des extraits naturels, des extraits d'algues, des extraits de plantes qui sont issus de notre propre R&D pour apporter de la plus-value. Et cette plus-value, c'est à la fois de la performance agronomique et économique pour l'agriculteur, mais c'est aussi moins d'impact environnemental. Et ces impacts, nous, on cherche de plus en plus à essayer de mieux les mesurer pour apporter, je dirais, un discours beaucoup plus clair auprès de nos clients. Donc on y voit plutôt clair maintenant sur tout ce qui va être autour du carbone, émissions de gaz à effet de serre de nos produits, où on travaille activement là-dessus. Mais il y a des choses qui sont un peu, je dirais, balbutiantes, grandissantes autour de la biodiversité, autour des impacts sur le sol, qui est un sujet central dans l'agriculture, des impacts sur l'air, la gestion des ressources en eau, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'ensemble des sujets qui nous intéressent sur les sujets de durabilité. Une partie va être travaillée en interne dans notre centre de R&D et puis on sait qu'on ne peut pas tout faire. Et donc on travaille effectivement avec des partenariats de recherche, avec des startups, mais aussi avec des partenaires académiques pour trouver des solutions à ces enjeux-là. Ok, donc c'est plutôt comment faire mieux avec moins? C'est exactement ça. On synthétise ça dans une logique qu'on appelle l'efficience. Faire mieux avec moins, essayer d'apporter l'ensemble des unités nutritives, on va dire, à la plante ou à l'animal et en ayant le moins de pertes possible dans l'environnement. Tu as parlé de coopération. En quoi le réseau local et national des villages vous aide dans cette intention? J'aime bien synthétiser en disant que pour nous, le village Baïsa, c'est un peu une bulle d'oxygène. Quand on vient dans cet endroit et dans ce moment-là, on a la capacité d'avoir accès à tout un réseau de startups, d'entrepreneurs qui vont porter leur techno, vont porter des sujets. Nous-mêmes, quand on va à la rencontre de ces entrepreneurs, on s'autorise à discuter des fois un peu plus prospective qu'on aurait l'habitude de le faire en interne. On s'autorise des pas de côté qu'on ne s'autorise pas non plus forcément tout le temps. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir accès à un réseau depuis, en l'occurrence pour nous, depuis Rennes, un réseau régional, national mais de plus en plus international, avec une équipe qui, je dirais, nous
nos choix sur nos demandes et sur nos besoins. C'est des choses qu'on fait de manière récurrente, où on va, où tu nous donnes accès à des entrepreneurs, à des discussions qui sont toujours très intéressantes et où on en ressort toujours grandi, des fois avec plus de questions quand on est arrivé, mais c'est finalement ça aussi qui est des fois intéressant. Donc l'outil est forcément a beaucoup de valeur en tout cas pour nous, c'est certain. Chouette, merci pour le feedback auquel j'associe les équipes. Avant de laisser la parole à deux startups, j'ai une question pour toi. C'est quoi une coopération à impact? Est-ce qu'il y a un KPI interne-externe qui permet, sur cet enjeu d'agroécologie, de montrer qu'il y a un impact sur cet enjeu-là? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous, on a une innovation qui est quand même assez forte. Ça fait 65 ans qu'on existe parce qu'on innove. Si on n'innove pas, le groupe Roulier n'existe pas, parce qu'on a des grands concurrents internationaux qui font de la commodité et qui ont cette expertise-là. Nous, notre expertise, c'est d'apporter des produits premium, innovants, grâce à l'innovation. Donc, on a un cœur, un savoir-faire. On a centralisé ça en 2015 dans notre centre de R&D, le Centre mondial de l'innovation, qui est basé à Saint-Malo. Et donc, on fait plein de choses nous-mêmes. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher, à travers ces partenariats-là, finalement, des technos, des compétences que l'on n'a pas in-house, quoi. C'est la complémentarité, finalement. Et un peu la logique de agriculture intégrée, quoi. Nous, on amène peut-être des fois des produits, mais on aura besoin d'avoir le diagnostic, l'outil qui va permettre de bien mesurer, qu'on va chercher par ailleurs. Et donc, finalement, le groupe est aussi très terre-à-terre. Et au final, si j'ai envie de dire un KPI qui pour nous est intéressant, c'est finalement la mise en marché d'un produit. Très clairement, ce qui nous intéresse quand on fait des collaborations, c'est d'aller rapidement jusqu'au développement d'un produit, de le mettre en marché, de le proposer à nos clients. Le reste, après, c'est la tambouille interne et voilà. Donc, c'est un peu ça l'idée. Merci beaucoup. Alexandre, on a parlé rapidement de techno, de R&D. Est-ce que tu peux nous présenter Carmap, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, Carmap, c'est une entreprise rennaise qui existe depuis 2017 maintenant. Et on est spécialisé dans l'analyse d'images satellites. L'objectif, c'est en fait de fournir après des indicateurs à nos clients, qui peuvent être agro-industriels, coopératives, structures publiques, en fait pour qu'ils puissent piloter leur transition agricole. Donc pour ça, on utilise les images satellites et ce que viennent rechercher principalement les clients là-dedans, en fait, c'est une information objective, puisque le satellite, il mesure de la même façon qu'on soit en Bretagne, dans le sud ou dans un autre pays européen ou mondial. Une information scalable, c'est-à-dire je peux partir d'un petit projet et l'étendre, et une information aussi qui peut remonter de façon automatique. Et en quoi vous incitez vos clients, vos contacts à coopérer? En quoi vous contribuez à cet enjeu d'agroécologie et de coopération? Alors, dans tous ces projets d'agroécologie, ce qu'on voit, c'est que il y a toujours, la coopération, elle est quasi obligatoire, puisqu'en fait, il y a un impact auprès de l'agro-industriel jusqu'à l'agriculteur. Donc, l'agro-industriel est concerné, la coopérative, comme je le disais tout à l'heure, les structures publiques qui viennent peut-être apporter des aides, et à la fin de l'agriculteur, puisque c'est lui qui a la main sur ses parcelles. Je te remercie beaucoup. Je vais revenir à toi juste après avoir présenté Jérémy. Est-ce que tu peux présenter AgriLoops, s'il te plaît? Oui. Chez AgriLoops, on a développé un nouveau modèle de ferme pour une aquaculture locale, plus éco-responsable, mais aussi plus économe en ressources. On a développé une nouvelle technologie qui est basée sur les principes de l'économie circulaire. D'un côté, on a de l'aquaculture. On élève une espèce aquacole dans des bassins. On la nourrit, elle grandit, mais on recycle aussi les effluents de cette espèce en fertilisant naturel pour pouvoir coproduire des fruits et légumes. C'est une technique qui s'appelle l'aquaponie, qu'on a adaptée pour la première fois en milieu salé et qui nous permet d'élever localement des gambas, mais aussi différents fruits et légumes. En quoi ça participe à cet enjeu d'agroécologie? En quoi ça participe à la coopération entre des systèmes de culture complémentaires? Déjà, comme tu le disais, notre technologie en tant que telle, elle est basée sur un principe coopératif, ce principe d'économie circulaire. Ensuite, c'est une technologie qui a été assez complexe à développer. On a collaboré pendant plusieurs années avec des labos de recherche. Au début, c'était le CNRS et la Sorbonne avec la station biologique de Roscoff. Une fois que cette technologie a été un peu plus développée et protégée, on a travaillé sur nos analyses de cycle de vie avec l'INRAE. À la fois que ce soit pour notre technologie ou pour notre développement, pour nous, la coopération, c'est vraiment quelque chose d'important et qui fait un peu partie de notre ADN. Benoît, tu as une réaction par rapport à la présentation de ces deux startups? Je trouve assez intéressant
le message que vient de porter Jérémy sur les enjeux d'économie circulaire. C'est pas forcément quelque chose que j'ai mentionné dans le discours initial, mais qui est aussi pour nous assez central. On parle d'enjeux d'agroécologie, il faut pas mettre de côté aussi les enjeux de souveraineté, qui vont de pair en réalité sur beaucoup de sujets. Et là, on peut prendre un exemple très clair et qui file bien avec l'exemple de Jérémy, c'est la question de l'économie circulaire pour répondre et pour aller sourcer des matières premières qu'on n'a pas forcément chez nous. C'est un concept qu'on essaye de développer de plus en plus, qui est d'essayer de démontrer que finalement, la France, l'Europe, elle n'a peut-être pas des sources de phosphate et de potassium à l'infini, contrairement à d'autres régions du monde. Et ça, on doit composer avec, c'est la vie. Mais il existe des gisements locaux, et c'est des gisements issus de l'économie circulaire, les déchets et pourquoi pas effectivement des sous-produits issus de l'aquaculture. Et ça peut pas se faire seul. Parce que clairement, nous, on met le pied dans ces cas-là dans des domaines de compétences qui sont pas les nôtres. C'est pas notre métier d'aller traiter du déchet ou d'aller regarder ce qui se passe au niveau des eaux de recyclage, d'aquaculture. Et en ça, la coopération, elle est de fait essentielle et on peut pas faire ça, clairement. Ouais, coopération essentielle. Pour autant, elle est pas gagnée, on le voit bien. Enfin, on a des startups qui sont en plein développement. Alexandre, Jérémy, c'est quoi vos astuces, vos hacks pour coopérer de manière efficiente avec des groupes comme Roulier potentiellement grâce à cette émission ou avec d'autres? C'est quoi vos astuces dans le développement de partenariats commerciaux? Comment vous activez ces coopérations? Alors c'est vrai que nous, on essaye de proposer des indicateurs qu'on va appeler un peu sur étagère pour venir vers les entreprises et leur dire voilà ce qu'on peut vous proposer. Mais les indicateurs de transition agricole, ils existent. Les entreprises ont commencé à les mettre en place dans leur politique RSE finalement depuis assez longtemps. Donc il faut vraiment pouvoir proposer des choses et s'adapter aussi en fonction du besoin du client. Donc il y a une grande partie d'écoute pour voir comment nos indicateurs peuvent leur servir, mais vraiment pour pouvoir s'intégrer dans le programme. Parce que tout ce cadre agronomique, c'est souvent l'entreprise, parfois accompagnée par une structure, une fondation, qui le met en place. Et donc du coup, en tout cas chez Kermap, on est là vraiment pour les accompagner et voir comment répondre à ce besoin et fournir toutes ces informations-là, encore une fois, de manière objective, scalable sur des projets nationaux, internationaux. Jérémy? Je vais rebondir un peu sur ce que tu disais. Tu parlais d'intégration et du coup, quand on collabore avec un labo de recherche, un grand groupe ou un peu ces deux typologies de potentielles collaborations, il faut s'intégrer un petit peu dans quelque chose qui existe déjà, qui a ses propres rouages et qui au final, pour une startup à petite échelle, parfois peut-être un petit peu plus agile, c'est complexe. Et donc moi, un de mes hacks que j'aimerais partager, c'est de trouver la bonne personne et le bon sponsor au sein de ces équipes de recherche, au sein de ce grand groupe, qui du coup croit dans le projet, croit dans la collaboration et va ensuite porter le projet en interne. Parce que quand on fait partie d'un grand groupe ou d'un grand laboratoire, il y a plein d'autres choses qui sont à côté et souvent cette petite collaboration avec au début cette petite start-up, c'est peut-être pas ce qui paraît le plus important. Et pour que ça avance vite et à nos rythmes de start-up on essaye d'être assez rapide, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un en interne qui vient nous aider et qui vient mettre de l'huile dans les rouages. Benoît, tu partages? Je partage complètement. C'est vrai que le grand groupe, dans une vie antérieure, j'ai travaillé sur l'accompagnement de start-up en plus, donc je vois un peu les difficultés qu'il peut y avoir de ce côté-là. Et à la fois maintenant, ça fait plusieurs années que je travaille en grand groupe et je vois aussi la difficulté qu'on peut avoir à tracter des demandes, à les amener au bon endroit, à trouver les bons interlocuteurs en interne. Nous, on est 10 000 dans le groupe, 7 500 à l'international. Et finalement, des fois, les propositions qu'on a, je ne suis pas le mieux placé pour traiter la demande et on n'a peut-être même pas de collaborateurs en France bien placés pour traiter cette demande parce qu'on va être sur des sujets très particuliers qui vont être plutôt propices sur une agriculture, je dis n'importe quoi, irlandaise. Il faut qu'on aille chercher les bons contacts. Donc ça, c'est effectivement... moi, je rejoins tout à fait le bon conseil que tu donnes, c'est de trouver la bonne personne qui est intéressé par ce sujet-là, qui est en capacité aussi de pouvoir driver le sujet en interne jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Avec une contrainte supplémentaire, on parlait de reporting d'indicateurs, c'est tout ce qui concerne la CSRD. Les sujets liés au reporting extra-financier, là aussi, vous avez des solutions autour d'enjeux d'agroécologie. Il y a la partie monétaire et la partie non monétaire.
Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on fait face de plus en plus à ces questions de reporting extra-financier, de transparence vis-à-vis de nos parties prenantes, des actions que l'on mène. C'est vrai qu'on on cherche à valoriser de plus en plus cette partie extra-économique dans nos projets. Maintenant, je vais être très honnête, nous, de notre côté, on a avant tout un credo, c'est d'apporter des solutions à nos clients agriculteurs. Et c'est vers eux avant tout qu'on va regarder si ce que l'on propose apporte et une performance économique, en gros, ce qu'il va pouvoir, dans son investissement dans le produit qu'on lui donne, récupérer bien plus que ce qu'il met, d'avoir une performance agronomique, et ça, c'est faire des rendements supplémentaires, c'est quand même super important. Et enfin, et pas des moindres, avoir une performance environnementale. Donc par rapport à des scénarios de référence, des produits de référence, être capable d'être bien mieux disant que ce qu'on trouve par ailleurs. Et c'est là le nerf de la guerre. Et après, effectivement, on va avoir l'extra-financier qu'on pourra valoriser via du reporting et ainsi de suite. Mais la perf environnementale, c'est avant tout auprès de l'agriculteur qu'on veut la vendre. Et ça, c'est aussi un gros enjeu, quoi. C'est de lui faire entendre et de l'accompagner dans la prise en compte de cette nouvelle donne, d'une évolution de pratiques agricoles. Et de plus en plus, c'est le cas. Il y a un renouvellement de population d'agriculteurs et on a un discours qui est de plus en plus audible. Je reviens sur les hacks. C'est vrai que ce qui est sympa aussi pour nous, les startups, c'est quand on a rencontré cette personne, on mène un pilote avec même un vrai projet national, par exemple. C'est qu'il nous emmène un peu avec lui. Je prends l'exemple, là, la semaine prochaine, moi je serai avec un agro-industriel, il nous emmène sur sa journée où il vient nous présenter ce qu'il fait chez un agriculteur. Et on a une intervention d'une 20aine de minutes où Kermap montre un petit peu comment nos indicateurs servent sur la partie France de cet agro-industriel. Et c'est intéressant parce que du coup, ça permet des opportunités. Ça montre que les personnes qui travaillent dans la Business Unit France sont fiers de ce qu'ils font avec nous. Donc, il faut être, à ce moment-là, il faut répondre présent, pouvoir dire oui et du coup, profiter de ces éventuelles rencontres pour dupliquer le modèle sur d'autres pays parce que souvent, les décisions se font un petit peu par pays quand même et chacun regarde un petit peu qu'est-ce que fait l'autre. Et donc là, il faut en profiter pour montrer ce qu'on a fait. Avec un cas concret. Exactement. Qui est déjà appliqué, qui n'est pas juste un POC, mais vraiment quelque chose qui fonctionne, qui a des résultats. On pourra en parler des heures. Je vais vous poser une dernière question à tous les trois. Avec quelle structure ou personne vous rêveriez de collaborer et pourquoi? Et je commence par Benoît. Vaste question. Vaste question, effectivement. Je vais difficilement te donner un seul nom en réalité parce que les enjeux sont multiples et moi j'ai certainement pas assez de bras et de cerveau entre les deux bras pour gérer l'ensemble des sujets qu'on a à gérer. Donc en réalité, moi je rêverais de travailler avec des structures qui sont capables de nous apporter des solutions pour décarboner nos produits et que je connais pas à date. Ouais, on est sur des solutions qui n'existent pas forcément. Je rêverais de bosser avec des boîtes qui gèrent du déchet et qui ont envie de travailler avec nous pour être capables de valoriser ces déchets, les effluents de quels qu'ils soient, pour aller fournir des solutions issues de l'économie circulaire. J'adorerais aussi travailler avec toutes les boîtes, start-up comprises, qui travaillent sur du capteur, sur de l'agritech, sur les ressources en eau et leur rationalisation. Kermap peut être potentiellement une solution intéressante. Voilà, en vrai, il y a un panorama qui est gigantesque qui s'ouvre à nous, qui est ouvert en fait à nous. À nous d'être capables d'aller piocher les bonnes compétences, les bonnes expertises au niveau de maturité qui est le bon moment. Parce qu'il y a aussi une réalité, c'est que l'agriculture, c'est quand même un domaine très pragmatique. On peut difficilement aller jouer sur des solutions qui vont être inabordables d'un point de vue économique, par exemple. Et donc finalement, celui qui a raison trop tôt, il a souvent raison en étant trop cher, et donc finalement, il a tort. Donc il faut être au bon moment pour être capable d'aller chercher la bonne solution qui répond aux bons besoins. Et ça, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Donc le juste pricing est sur beaucoup d'enjeux. Ouais. Alexandre, Jérémy? Alors nous, de notre côté, on va dissocier le secteur privé. C'est vrai qu'on travaille avec McCain aujourd'hui sur la pomme de terre. Sur une initiative McDonald's aussi. Donc, je trouve que pour aller à l'international, parce que le satellite, on peut vraiment aller analyser des images satellites dans le monde entier, ce serait sympa de travailler avec Coca-Cola.
dans le secteur privé. Et puis dans le secteur public, c'est vrai qu'on a on a vraiment envie de bosser avec l'AFD, l'Agence française de développement, parce qu'ils ont des beaux projets, notamment dans tout l'hémisphère sud, et sur lesquels les images satellites peuvent apporter des indicateurs, je pense, assez pertinents. Chouette, le message est lancé. Jérémy? Bah moi, je vais passer un message aussi. Aujourd'hui, notre technologie, on la maîtrise. On est en train de passer à une étape de scale-up, donc de construire Mangrove 1, notre premier démonstrateur industriel à grande échelle, sur 7000 m². Ça fait 50 tonnes de production de gambas, 70 tonnes de fruits et légumes. Pour nous, c'est le début. C'est pas grand-chose à l'échelle de la France. Mais passage de scale-up, ça veut dire aussi première commercialisation. Et donc aujourd'hui, on travaille avec différents réseaux de grossistes. Et donc, on est à la recherche de grossistes en plus pour écouler nos produits d'aujourd'hui et de demain. Et puis aussi pourquoi pas, des grands de la distribution qui nous permettraient d'aller là plutôt sur des marchés de la GMS. C'est un petit peu ce qui nous intéresse en ce moment. J'ai été sincèrement ravi de vous accueillir tous les trois. Même si vous vous connaissiez peu, j'ai l'impression que ça a donné une belle discussion et que ça se poursuivra après l'émission. Quant à vous, je vous retrouve pour la prochaine émission en mode village.